Il y a aujourd'hui un débat qui possède une particulière ambivalence, celui des compartiments humains. En effet, s'il est difficile pour les Occidentaux d'admettre la réalité biologique des compartiments, il n'en est pas de même pour les mouvements égalitaristes des autres compartiments qui protestent sur le territoire des Européens comme Black Lives Matter. J'en veux pour preuve le lexique mis en avant, compartimentisme, discrimination compartimentale dont la racine je pense parle d'elle-même. Chose curieuse également, de nombreux États reconnaissent l'existence des compartiments, et beaucoup d'anthropologues aussi. Cependant, la nécessité d'obtenir des subventions en vue de nouvelles études, ou simplement la volonté de ne pas être traité de compartimentiste, pousse certains scientifiques à nier cette réalité. J'insiste sur le certain, car tous les chercheurs ne sont pas malhonnêtes. Il s'agit là comme souvent d'une minorité bruyante, à qui on permet de s'exprimer dans les médias pour soutenir la doxa par argument d'autorité. Ernest Mayr, l'un des taxonomistes les plus réputés, a déclaré en parlant des détracteurs des compartiments qui sont manifestement ignorants de la biologie moderne. D'autres biologistes, tels que Luigi Luca Cavalli Sforza et Francis Crick, déclarèrent que ceux qui niaient cette réalité étaient guidés par l'idéologie et non par la science. Ces informations que je viens de donner sont en partie issues du livre publié par l'Institut de recherche Charles Darwin de Londres, intitulé Compartiments, évolution et comportement, écrit par John Philip Rushton. Voilà un argument d'autorité. Cet ouvrage a pour but d'exposer la vérité quant à cette question de compartiment humain, en se basant comme toute publication scientifique rigoureuse sur des données impartiales provenant des statistiques, de la sociologie, mais aussi de la biologie. Maintenant que nous avons passé en revue les raisons pour lesquelles cette vérité est en partie occultée, nous allons nous attarder sur les différents critères qui permettent de dissocier les compartiments humains. Pour les différences, nous nous baserons sur le schéma compartimental à 3 voies, africain, européen et asiatique. Les données exposées sont toutes issues d'études sérieuses et pourvues d'une rigoureuse méthodologie. Vous pourrez les retrouver dans l'ouvrage cité auparavant. La couleur de peau est le premier critère qui nous vient en tête lorsqu'on pense au compartiment. Plusieurs couleurs sont distinguables et vont du blanc pâle pour certains Européens, qui se situent de 1 à 5 sur l'échelle de Luchant, au noir foncé pour certains Africains, qui se situent eux de 30 à 36 sur l'échelle de Luchant. Cependant, ce critère est loin d'être le seul. La maturation est également un critère important, et nous montre que les bébés africains naissent plus tôt que les bébés occidentaux, qui naissent eux-mêmes plus tôt que les asiatiques. Il en est de même pour le développement moteur. Un bébé africain est capable au bout de 8 heures seulement de maintenir sa tête droite, là où il faut en moyenne 6 semaines pour un bébé européen et encore plus pour un asiatique. Le développement de la dentition, des os, des organes, le développement de la marche et bien d'autres suivent cette même logique. Les Africains sont plus précoces que les Européens, et les Européens plus que les Asiatiques. On en vient au critère le plus délicat, celui de la taille et du poids du cerveau. Des études ont démontré que les Asiatiques possèdent 16 cm3 de matière cérébrale en plus que les Européens, qui possèdent eux 82 cm3 de matière cérébrale en plus des Africains. Ces données sont évidemment des moyennes, et cela n'exclut en rien qu'un individu africain puisse avoir un volume cérébral plus important qu'un Asiatique ou un Européen. Quant au poids du cerveau, le neurologue Paul Broca avait constaté au 19e siècle que les Asiatiques ont le cerveau le plus lourd et les Africains le plus léger en moyenne. En 1906, Robert Bean démontra lors d'autopsie que les Africains sans ascendance européenne avaient un cerveau en moyenne de 1157 grammes contre 1347 lorsque la moitié des ascendants étaient européens. En outre, il remarqua aussi que les cerveaux du premier groupe possédaient moins de plissures et moins de fibres menant aux lobes frontaux. Les différences sont donc les suivantes. Le cerveau des Asiatiques a un volume de 1364 cm3, celui des Européens 1347 cm3 et 1267 pour les Africains. Les Asiatiques ont en outre 102 millions de cellules cérébrales en plus que les Européens, qui en ont 480 millions de plus que les Africains. Le taux de testostérone est aussi intéressant. Il est de 10 à 20% plus élevé chez les Africains que chez les Européens. Cet écart est encore plus grand entre Africains et Asiatiques. Il en découle nombre de différences sur le développement musculaire, la confiance en soi, mais également l'agressivité. Comme dernier critère, je prendrai le cas du nombre de faux jumeaux par compartiment. Je pense qu'il est intéressant d'en parler parce qu'il témoigne d'une différence génétique irréfutable. Pour 1000 naissances, les compartiments africains, européens et asiatiques montrent respectivement 16, 8 et 4 faux jumeaux. J'ai fait le choix d'exposer certains critères, les plus parlants et les plus intéressants à mes yeux, mais la liste est non exhaustive. Je reviendrai plus tard sur certains points pour les développer et compléter cette liste. L'idée est avant tout ici de démontrer qu'à la vue de toutes ces différences, le concept de compartiment humain est parfaitement légitime. L'un des arguments que l'on peut entendre concernant l'absence des différents compartiments est la proximité génétique qu'il y a entre tous les êtres humains. Tous les hommes possèdent 99,9% de gènes en commun, c'est un fait. Ce pourcentage est à contextualiser. L'homme est aussi génétiquement proche du chimpanzé à 99,4%. Et pourtant, il existe énormément de différences entre ces deux espèces. La morphologie, le système hormonal, le fonctionnement du système nerveux ou encore les comportements sociaux. Si 0,6% de différence explique un tel gouffre entre deux espèces, eh bien 0,1% peut expliquer des différences entre les compartiments. Il s'agit d'un raisonnement basé principalement sur la logique et l'intuition. J'apporte une réflexion qu'il serait à mon avis bon d'approfondir. Je vois déjà arriver les détracteurs qui pourraient dire qu'il s'agit là de broscience entre guillemets, et que puisque cela n'est pas scientifiquement prouvé, mon argumentaire est faux. J'anticipe donc ceci en ajoutant que l'avancée scientifique s'est souvent faite par l'intuition, l'observation. Il ne s'agit pas de mon argument principal,
Les preuves tangibles ont déjà été apportées. Je tiens aussi à m'exprimer sur un point, celui des médias bien pensants. Un article écrit par Stéphane Foucard suite aux propos polémiques d'Éric Zemmour venait défendre la thèse selon laquelle les compartiments humains sont de pure fabulation. Alors je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas pris la peine de m'abonner pour avoir accès à l'entièreté du document. Le premier argument est intéressant. En effet, selon l'auteur, si on peut parler de compartiments pour les chiens, c'est qu'ils ont été sélectionnés par l'homme. Je le cite. Le compartiment est de la conséquence de l'élevage. Et enchaîne ensuite en parlant des chimpanzés, divisés en 2 sous-espèces ou compartiments. Ce parallèle est surprenant parce que ici, le chimpanzé n'a jamais été domestiqué. De plus, le journaliste ajoute qu'il faut une sélection dans la reproduction pour qu'il y ait des sous-espèces, et rajoute qu'il n'y en a pas eu chez l'homme. Je trouve cela malheureux qu'un journaliste qui écrive sur ce sujet n'a pas conscience que l'homme ne s'est pas toujours mélangé. Les barrières géographiques et la conscience compartimentale de certains peuples les ont empêchés justement de se métisser. Si aujourd'hui la mondialisation permet des échanges intensifs entre les peuples, il fut un temps où ils n'avaient même pas conscience de l'existence des autres. Je pourrais le citer lui-même lorsqu'il dit lors d'une interview à propos du climat, c'est une forme de déconstruction de cet argumentaire qui vise à relativiser la science, à la nier, à la mettre en doute. Eh bien la science le prouve, les compartiments existent. J'ai jugé bon de faire cet aparté sur cet article précis, mais il en existe un grand nombre qui tentent de démonter l'existence des compartiments. En faisant vos recherches, vous verrez qu'il s'agit souvent de journaux que l'on pourrait dire progressistes et sur une certaine ligne politique. Je vous invite sincèrement à confronter les arguments. Nous sommes maintenant en droit de nous demander d'où proviennent ces différences. Eh bien, selon les évolutionnistes, les différences entre les 3 compartiments proviennent principalement de l'environnement. En effet, d'après eux, les compartiments ont dû s'adapter à leur milieu en adoptant des stratégies différentes. Nous avons d'un côté le compartiment africain, qui a évolué selon la stratégie R, ce qui implique une descendance nombreuse et une plus grande précocité que le compartiment asiatique qui suit la stratégie K, visant à se reproduire plus tard et avoir une descendance moins nombreuse. La différence réside aussi dans le fait que les espèces ou compartiments suivant la stratégie R accordent moins d'attention à leur progéniture que ceux qui suivent la stratégie K. Je précise que je n'émets aucun jugement de valeur, je ne fais qu'exposer les faits. Cette vidéo se veut objective. Cette opposition de stratégie RK a été proposée par les écologues Robert MacArthur et Edward Osborne Wilson en 1967 et ne s'applique pas qu'à l'homme, mais aux animaux et aux végétaux. Ces 2 stratégies témoignent des différences de milieux dans lesquels les compartiments ou espèces évoluent. Le continent africain comporte des facteurs abiotiques différents de l'Europe ou de l'Asie, ce qui d'après les darwiniens détermine la stratégie adoptée. Je tiens à ajouter que la théorie de l'évolution est une théorie à laquelle il manque beaucoup de pièces pour passer au stade de loi. L'origine de la première forme de vie, la probabilité des mutations ou l'absence de fossiles transitoires entre les espèces et leurs ancêtres sont autant d'obstacles qui invalident pour le moment cette théorie. J'ai mon propre avis sur la question que je ne partagerai pas ici. Mais que l'on soit évolutionniste, créationniste ou que l'on n'ait pas encore d'avis sur le sujet, l'existence des compartiments exposés avant saute désormais aux yeux. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. On souhaite avant tout d'exposer la vérité et de contribuer humblement, à mon échelle, au rétablissement de cette dernière. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous invite à aimer, vous abonner et je répondrai avec plaisir à vos commentaires. A la prochaine pour une nouvelle vidéo.